À qui appartient réellement mon corps, une fois que j'ai dit oui devant un officier d'état civil? J'ai cru, pendant 25 ans, que l'amour suffisait à justifier tous mes silences. En une seule nuit, une phrase a suffi à briser cette illusion. Gaël, mon mari, m'a regardé dans l'obscurité de notre chambre et m'a dit « Puisque c'est comme ça, tu vas voir, les choses vont changer ici. » Une menace lancée par un homme qui venait de comprendre que je ne céderais plus à ses attentes démesurées. Je raconte cette histoire pour toutes celles qui ont un jour douté de leurs propres limites au nom de l'amour, et pour tous ceux qui confondent encore engagement et propriété. Je vais vous raconter comment mon couple, en apparence solide, a failli s'effondrer sous le poids de nos non-dits accumulés pendant 25 années, et comment il est parfois possible de reconstruire, à condition d'accepter qu'aucun lien, aussi fort soit-il, ne donne un droit automatique sur l'autre. Le carrelage de la salle de bain était encore froid sous mes pieds quand j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir derrière moi. Il était 22h40. Les enfants dormaient enfin. Sacha avait mis presque 1 heure à s'endormir à cause d'un cauchemar, et j'avais encore un rapport à finir pour le lendemain matin. Je me suis brossé les dents machinalement, l'esprit ailleurs, quand j'ai senti 2 mains se poser sur ma taille, sans un mot et sans un regard. Je me suis raidi, par ce réflexe que mon corps avait fini par développer au fil des années, celui de se refermer avant même que ma tête ait eu le temps de décider quoi que ce soit. Gaël l'a senti immédiatement. Il s'est écarté d'un mouvement sec, comme si je l'avais repoussé physiquement, alors que je n'avais rien fait d'autre que respirer différemment. Encore, a-t-il dit. Je me suis retournée, la brosse à dents encore à la main, cherchant les mots pour ne pas transformer ce moment en dispute, comme tant d'autres soirs. Mais il avait déjà quitté la salle de bain. Je l'ai entendu s'asseoir sur le bord du lit, dos à la porte, ce dos que je connaissais par cœur et qui, ce soir-là, ressemblait à un mur. Ce n'était pas la première fois. Mais quelque chose dans son silence était différent. J'ai fini par le rejoindre, je me suis assise à côté de lui, et j'ai posé ma main sur son avant-bras. Il ne l'a pas repoussé, mais il ne l'a pas accepté non plus. Il a simplement dit, sans se tourner vers moi, « Puisque c'est comme ça, tu vas voir. Les choses vont changer ici. » Je n'ai pas compris, sur le moment, l'ampleur de ce qu'il venait d'annoncer. J'ai cru à une phrase de dépit, une de plus, de celle qu'on prononce et qu'on regrette 1 heure après. Mais, je me trompais. Cette nuit-là a été le point de bascule d'une histoire qui couvait depuis bien plus longtemps que je ne voulais me l'avouer. Pour comprendre comment on en était arrivé là, il faut remonter 25 ans en arrière, dans un amphithéâtre de fac où j'avais rencontré Gaël pour la première fois. Il était en 2e année de droit, moi en 1re année de gestion. Il avait cette assurance tranquille des garçons qui savent où ils vont, sans être arrogant pour autant. On s'était croisés à la bibliothèque universitaire, et il m'avait proposé de partager sa table parce que la mienne était pleine. On s'est mariés 4 ans plus tard. J'avais 24 ans, lui 26. À l'époque, tout nous semblait simple. Le désir n'était jamais une question qu'on se posait, il était partout, naturel et sans calcul. On riait de nos différences plutôt que de s'y heurter. Gaël était du matin, moi du soir. Il aimait la routine, moi la spontanéité. On pensait, naïvement, que l'amour suffirait à combler tous les écarts. Noé est né 3 ans après notre mariage. Puis Iris, 5 ans plus tard. Sacha a fermé la marche, presque par surprise, alors que je pensais notre famille complète. Chaque naissance a redistribué nos priorités, nos nuits et notre énergie. Ce n'est un secret pour personne. Les premières années avec de jeunes enfants mettent à l'épreuve n'importe quel couple. On s'est dit, comme tout le monde, que ça passerait, que ce n'était qu'une phase. Mais les années ont continué de s'accumuler, et la phase ne s'est jamais vraiment refermée. Il y a eu mon poste à responsabilité, obtenu à 35 ans, que j'ai fini par transformer en télétravail à temps plein après la naissance de Sacha. Il y a eu la carrière de Gaël, plus linéaire, plus stable, mais aussi plus exigeante en présence physique au bureau. Sans qu'on le décide vraiment, je suis devenue la pierre angulaire du quotidien domestique, et lui la pierre angulaire financière. C'était un choix que nous avions fait ensemble, à un moment donné, pour des raisons qui avaient du sens. Le problème, c'est que ce choix a fini par redessiner nos rôles bien au-delà de l'organisation pratique. Il a redessiné, sans qu'on s'en rende compte, ce que chacun attendait de l'autre dans l'intimité. Il y a 2 ans, un diagnostic est venu ajouter une couche supplémentaire à cet édifice déjà fragile. Une maladie auto-immune, pas gravissime, mais chronique, qui provoque des poussées de fatigue intenses et nécessite un traitement de fond. Mon endurance physique n'était plus la même. Mon corps ne répondait plus comme avant. Et c'est précisément à ce moment-là que l'écart entre nos besoins a commencé à devenir un gouffre. Gaël n'a jamais été un homme violent, ni un manipulateur au sens où on l'entend généralement. Il a grandi dans une famille où l'affection se manifestait peu par les mots. Son père, un homme taiseux, n'a jamais dit une seule fois « je t'aime » à ses enfants. Sa mère, débordée par le travail et par un mari absent émotionnellement, compensait par des gestes plutôt que par des phrases. Gaël m'a souvent raconté, au début de notre relation, à quel point il se sentait exister uniquement à travers le contact physique, la proximité corporelle, bien plus que par les mots. Ce détail, que je trouvais touchant à 25 ans, est devenu un point de friction à 40. Pour lui, l'intimité n'était jamais uniquement une question de désir. C'était une jauge. Une preuve tangible que je l'aimais encore, que je le trouvais encore désirable,
que notre couple tenait debout. Chaque refus, chaque report, chaque soir où je m'endormais avant lui, il le recevait comme une fissure supplémentaire dans cette preuve d'amour qu'il cherchait sans jamais oser le formuler ainsi. De mon côté, mes besoins avaient toujours été différents des siens, même avant la maladie. 3 ou 4 fois par mois me suffisaient largement pour me sentir connectée à lui. Ce n'était pas un manque d'amour, ni un manque d'attirance. C'était simplement mon fonctionnement, mon rythme. Pendant longtemps, cette différence n'avait pas posé de problème insurmontable, parce que nous avions trouvé un équilibre tacite, fait de compromis, de patience et d'écoute mutuelle. Mais la maladie a rendu cet équilibre bien plus difficile à maintenir. Les jours de poussée, je n'avais plus la force de me lever du canapé après le dîner, encore moins celle de me sentir désirable. Le traitement, lui-même, avait des effets secondaires sur ma libido que je n'avais jamais osé détailler complètement à Gaël, parce que je craignais sa réaction. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point la fatigue chronique allait aussi grignoter ma patience. Je n'avais plus l'énergie de ménager ses sentiments à chaque refus. Mes réponses sont devenues plus sèches, plus rapides, moins expliquées. Et lui, de son côté, interprétait cette sécheresse non pas comme de l'épuisement, comme une trahison silencieuse. J'ai essayé, à plusieurs reprises, d'aborder le sujet calmement. La première fois, c'était pendant que les enfants regardaient un film au salon. Je m'étais assise en face de Gaël à la table de la cuisine, j'avais préparé mes mots à l'avance, comme on prépare un dossier professionnel délicat. Je lui avais parlé de mon besoin de me sentir libre de dire non sans que cela déclenche une crise. Je lui avais parlé de mon corps, de la maladie, du traitement et de cette fatigue. Il m'avait écouté, silencieux, le regard fixé sur la table. Puis il avait répondu, d'une voix posée mais tranchante, « Je comprends que tu sois fatiguée. Mais on est mariés, Maëlys. Ce n'est pas comme si j'étais un inconnu qui te forçait la main. On construit une vie ensemble, on a des devoirs l'un envers l'autre. » Le mot « devoir » m'avait glacé. Je n'ai jamais su, à ce jour, s'il avait pleinement conscience de la portée de ce mot, ou s'il s'agissait simplement du vocabulaire hérité de sa propre éducation, où le mariage se pensait encore comme un contrat de rôle plutôt que comme une relation vivante entre deux individus libres. J'ai retenté, quelques semaines plus tard, avec une approche différente. Cette fois, je lui avais proposé de consulter ensemble un médecin, ou un thérapeute de couple, pour parler de la maladie et de ses effets sur notre intimité de façon plus neutre, avec un tiers. Il avait refusé net. Je ne vais pas payer quelqu'un pour nous dire ce qu'on sait déjà, avait-il tranché. Ce refus répété a fini par instaurer un silence entre nous, un silence qui ne ressemblait pas à de la paix, mais à une trêve fragile, toujours prête à se rompre. Les tensions ont commencé à s'inviter ailleurs que dans notre chambre. Un soir, à table, alors que je servais le dîner, il a lâché devant les enfants. « Ta mère a toujours quelque chose de plus urgent à faire que de s'occuper de moi. » Noé, 19 ans, avait levé les yeux de son assiette, gêné, sans rien dire. Iris avait continué de manger comme si elle n'avait rien entendu. Ces remarques, glissées entre deux banalités, sont devenues une habitude. Jamais assez violente pour justifier une confrontation frontale, mais suffisamment présente pour instaurer un climat de malaise permanent. Je me souviens d'une soirée où Sacha, 9 ans, m'avait demandé pourquoi papa était toujours un peu fâché. Je n'avais pas su quoi répondre. La charge mentale, ce mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sans toujours mesurer son poids réel, est devenu pour moi une réalité concrète, presque physique. Mes journées commençaient à 6 heures avec le réveil de Sacha, se poursuivaient par la préparation des 3 petits déjeuners différents, l'organisation des trajets scolaires, 8 heures de travail en télétravail entrecoupées de messages du professeur d'Iris ou de rappels de rendez-vous médicaux, puis les devoirs, le dîner, le rangement, et enfin, vers 22 heures, un peu de temps pour moi-même, si la fatigue ne m'avait pas déjà emporté avant. Gaël, de son côté, travaillait de longues heures, rentrait souvent tard, fatigué lui aussi. Le week-end, il s'occupait volontiers des enfants, les emmenait au foot et les aidait pour leurs projets scolaires. Il n'était pas un mauvais père, loin de là. Mais dans son esprit, ces tâches partagées équilibraient largement la balance domestique, alors que dans la réalité, la charge mentale, elle, ne se partageait jamais vraiment. C'était moi qui anticipais, qui planifiais, qui pensais à tout, en permanence, même quand il croyait m'aider. Un soir de semaine particulièrement chargé, alors que je pliais une pile de linge tout en essayant de finir un rapport professionnel sur mon ordinateur posé sur la table basse, Gaël est arrivé derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules, avec cette insistance qui, pour lui, relevait de la tendresse spontanée. J'ai figé instantanément, parce que mon esprit était ailleurs, saturé, incapable d'accueillir quoi que ce soit de plus. « Tu ne peux jamais juste être là », a-t-il murmuré, la déception perceptible dans sa voix, avant de se retirer et de partir dans le salon. Ce que je n'arrivais pas à lui faire comprendre, c'est que « être là » supposait, pour moi, de ne plus être submergé. Ce n'était pas une question de volonté. C'était une question de ressources, de réservoir vide. J'avais l'impression, certains soirs, d'être davantage une gestionnaire de foyer qu'une épouse, davantage une mère supplémentaire pour Gaël que sa partenaire. La nuit où tout a basculé, celle du début de ce récit, n'est donc pas arrivée par hasard. Elle est l'aboutissement de mois de tensions accumulées, de non-dits, de refus mal digérés des deux côtés. Après sa phrase, les choses vont changer ici.
Gaël s'est couché en silence, dos à moi, et le lendemain matin, il est parti travailler sans un mot, sans un regard. Les jours suivants ont confirmé que ce n'était pas une menace en l'air. Gaël a cessé, du jour au lendemain, de participer aux tâches qu'il assurait habituellement le week-end. Il ne s'agissait pas d'un affrontement bruyant, mais d'un retrait méthodique, presque punitif, qui s'est installé sur près de 2 semaines. Iris, à 12 ans, a été la première à formuler tout ce que tout le monde ressentait sans le dire. « Pourquoi papa ne nous parle presque plus ?» m'a-t-elle demandé un soir, en aidant à débarrasser la table. Je n'ai pas su lui répondre honnêtement, et ce mensonge par omission, ce « tout va bien, ma chérie, papa est juste fatigué en ce moment », m'a pesé plus que toute autre chose dans cette période. Un soir, à bout de patience, je lui ai directement demandé ce qu'il attendait de moi. Sa réponse a été aussi claire que déstabilisante. « Je veux juste que tu me montres que je compte encore. Que je ne suis pas juste un distributeur de salaire dans cette maison. » Cette phrase m'a bouleversée, parce qu'elle révélait, enfin, la peur profonde qui se cachait derrière son insistance depuis des années. La peur de devenir invisible, de n'être aimé que pour ce qu'il apportait matériellement, et non pour ce qu'il était. Mais cette prise de conscience, aussi sincère fut-elle, n'excusait pas pour autant la méthode. Je le lui ai dit, ce soir-là, sans détour. « Je comprends ta peur, Gaël. Mais tu ne peux pas transformer notre lit en champ de bataille, ni nos enfants en spectateurs de nos règlements de compte. » Pour la première fois depuis des mois, il n'a pas répondu par une pique ou par le silence. Il a simplement baissé les yeux, et j'ai vu, l'espace d'une seconde, l'homme fatigué et perdu derrière l'homme blessé et fier. J'ai fini par appeler ma sœur, Salomé, avec qui je n'avais pas partagé grand-chose depuis des mois. Elle vit à 2 heures de route, mariée elle aussi, mère de 2 enfants, et surtout dotée d'un recul que je n'arrivais plus à avoir sur ma propre vie. Je lui ai tout raconté. Salomé m'a écouté, puis elle a dit une phrase qui m'a marqué durablement. « Maëlys, aucun contrat, religieux, légal ou moral, ne t'oblige à donner accès à ton corps si tu n'en as pas envie. Le problème, ce n'est pas que tu aies des limites. Le problème, c'est que vous n'avez jamais appris, ni l'un ni l'autre, à en parler sans que ça devienne une guerre. » Cette conversation m'a fait du bien, mais elle m'a aussi confrontée à une réalité que je repoussais depuis longtemps. Je ne pouvais pas continuer à porter seul le poids de cette situation, en espérant qu'elle se résolve d'elle-même avec le temps. Le temps, jusqu'ici, n'avait fait qu'aggraver les choses. Salomé m'a aussi posé une question. « Est-ce que tu as peur de lui, Maëlys ? Physiquement, je veux dire. » J'ai pris le temps de vraiment y réfléchir avant de répondre, parce que je me devais d'être honnête avec elle et avec moi-même. Non, je n'avais jamais eu peur que Gaël me force quoi que ce soit contre ma volonté explicite. Ce n'était pas cette forme de danger-là. C'était une autre forme d'usure, plus insidieuse, celle de me sentir constamment redevable, constamment en faute, dès que je n'étais pas disponible. Salomé m'a suggéré, avant de raccrocher, de faire une proposée à Gaël, non plus une thérapie de couple classique, qu'il refusait catégoriquement, mais une seule séance, un essai, sans engagement à long terme. S'il refuse même ça, m'a-t-elle dit, tu auras au moins une réponse claire sur sa volonté de faire un pas vers toi. J'ai attendu le bon moment pour reformuler ma proposition à Gaël. Cette fois, je n'ai pas parlé de thérapie de couple comme d'un aveu d'échec, mais comme d'un espace neutre où chacun pourrait exprimer ses peurs sans que l'autre les prenne comme une attaque. Une seule séance, ai-je précisé, juste un point de départ. Il a hésité longuement. J'ai vu, sur son visage, le conflit entre sa fierté et sa fatigue de vivre dans cette tension permanente. Finalement, il a accepté, à condition, a-t-il précisé, que ce ne soit pas pour qu'on lui dise qu'il est le seul problème. J'ai accepté cette condition. La première séance, chez une thérapeute de couple nommée Madame Rioux, a été inconfortable pour nous deux. Gaël est resté sur la défensive une bonne partie de l'heure, répétant que le mariage impliquait un engagement mutuel, y compris sur le plan intime. Madame Rioux n'a jamais contredit frontalement cette idée d'engagement, mais elle a nuancé avec une clarté qui a semblé le toucher. Un engagement mutuel ne peut jamais reposer sur la contrainte de l'un envers l'autre, sous peine de transformer l'amour en obligation, et l'intimité en corvée. Elle m'a aussi interrogé sur mes propres silences, sur les années où j'avais préféré éviter le conflit plutôt que d'exprimer clairement mes limites dès le début. J'ai dû reconnaître que j'avais, moi aussi, ma part de responsabilité dans cette accumulation de non-dits, non pas dans le désir de Gaël en lui-même, mais dans mon incapacité à poser des limites claires avant que la fatigue et la maladie ne rendent tout plus urgent, et donc plus explosif. Ce n'est qu'à la 3e séance, plusieurs semaines plus tard, que Gaël a enfin évoqué, pour la première fois devant un tiers, la froideur affective de son enfance, sa peur viscérale de revivre ce sentiment d'invisibilité qu'il avait connu enfant. Sa voix a tremblé légèrement en le disant. J'ai réalisé, à ce moment précis, que derrière son insistance des dernières années se cachait moins un désir de contrôle qu'une terreur de l'abandon mal exprimée. Les mois qui ont suivi n'ont pas transformé notre couple en conte de fées. Je tiens à être honnête là-dessus, parce que je crois que c'est important. Nous avons continué les séances, à un rythme d'environ une, toutes les 3 semaines, et les progrès ont été lents, faits d'avancées et de recul. Gaël a mis du temps à intégrer qu'un refus de ma part n'était pas un jugement sur sa valeur, mais l'expression d'un état, physique ou émotionnel, qui n'avait rien à voir avec lui personnellement. De mon côté,
J'ai appris à formuler mes limites plus tôt, plus clairement, sans attendre d'être à bout pour les exprimer. J'ai aussi accepté de parler plus ouvertement des effets de mon traitement médical, ce que j'avais longtemps évité. Cette transparence a, paradoxalement, rapproché Gaël de la réalité de ma maladie, qu'il avait jusque-là perçue de loin, presque abstraitement, sans en mesurer le poids quotidien. Nous avons instauré, sur les conseils de Madame Rioux, des moments de connexion qui ne passaient pas nécessairement par l'intimité physique. Ces moments, modestes en apparence, ont fini par recréer une forme de complicité que nous avions perdue depuis des années, noyée dans le quotidien. Il y a eu des rechutes. Un soir, après une dispute concernant l'organisation des vacances d'été, Gaël a de nouveau laissé échapper une remarque sur mon manque de disponibilité. Remarque qu'il a lui-même regrettée quelques heures plus tard, venant s'excuser sans que je le lui demande. Ce geste, minime en apparence, représentait pour moi une évolution réelle. Encore quelques mois plus tôt, il n'aurait jamais reconnu une parole blessante de sa part sans y être poussé. Noé, qui a fini par entrer à l'université cette année-là, m'a confié un soir, avant son départ, qu'il avait remarqué que l'ambiance à la maison avait changé, sans savoir précisément pourquoi. Je n'ai pas cherché à tout lui expliquer. Mais j'ai été soulagée qu'il ressente, même confusément, une forme d'apaisement dans la maison qu'il s'apprêtait à quitter. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, plusieurs mois se sont écoulés depuis cette nuit où Gaël m'a annoncé que les choses allaient changer. Elles ont effectivement changé, mais pas dans le sens qu'il imaginait ce soir-là. Notre couple n'est pas devenu parfait. Il ne le sera probablement jamais, et je crois, avec le recul, qu'aucun couple ne l'est vraiment. Nous avons encore des désaccords sur le rythme de notre intimité. La différence fondamentale entre nos besoins n'a pas disparu comme par magie après quelques séances de thérapie. Mais la façon dont nous abordons cette différence a profondément changé. Un refus n'est plus systématiquement interprété comme un rejet. Une demande n'est plus systématiquement perçue comme une pression. Nous avons appris, lentement, à séparer nos peurs personnelles de la réalité de l'autre. Ma maladie reste présente, avec ses hauts et ses bas, et Gaël a appris à m'accompagner différemment, notamment en proposant son aide sans attendre que je m'effondre pour la demander. La charge mentale, elle, reste un chantier en cours, jamais totalement résolu, mais désormais nommé, discuté, réajusté régulièrement plutôt que subi en silence. Ce qui a le plus changé, je crois, c'est notre rapport au silence lui-même. Avant, le silence signifiait tension, retrait ou punition. Aujourd'hui, il nous arrive de rester silencieux l'un à côté de l'autre, simplement parce que c'est confortable, parce que nous n'avons plus besoin de combler chaque vide par une preuve d'amour ou une justification. Je ne sais pas comment cette histoire continuera de s'écrire dans les années à venir. Je sais seulement que nous avons choisi, tous les deux, de rester et de travailler sur ce qui nous séparait, plutôt que de nous quitter sur un malentendu jamais résolu, ou de continuer à vivre côte à côte sans jamais vraiment nous parler. Ce récit ne cherche pas à juger Gaël, ni à ériger Maëlys en modèle de patience infinie. Il invite simplement à réfléchir à une vérité souvent négligée. Dans une relation durable, le désir de l'un ne peut jamais légitimement s'imposer aux limites de l'autre, quelle que soit la nature de l'engagement qui les unit. Et c'est précisément en acceptant cette vérité, sans en faire une arme de jugement mais un point de départ pour le dialogue, que certains couples parviennent à transformer leurs failles en une compréhension plus profonde l'un de l'autre.